Dans cette vidéo, je vous raconte 7 histoires incroyables. Mais attention, parmi les histoires, 4 d'entre elles seront vraies et 3 seront fausses. Et ce sera à vous de deviner dans les commentaires à la fin de la vidéo pour quelles histoires j'ai dit la vérité et pour lesquelles j'ai menti. C'est parti! Et pour cette première histoire, direction le Japon. Plus précisément à Hiroshima, où je vous raconte l'histoire de Tsutomu Yamaguchi. On est en août 1945. Monsieur Yamaguchi, un ingénieur japonais de 29 ans, venait de finir un voyage d'affaires à Hiroshima. Ce jour-là, Tsutomu s'apprête à rentrer chez lui tranquillement. Il fait beau, tout va bien, quand tout d'un coup, il est littéralement aveuglé par une lumière, suivi d'un bruit assourdissant. À ce moment-là, Tsutomu s'envole littéralement sur plusieurs mètres et est projeté au sol. La première bombe atomique d'Hiroshima venait d'exploser. À ce moment-là, l'ingénieur est complètement déboussolé. Il est brûlé, il est blessé, il sait plus où il se trouve. Mais Tsutomu, lui, c'est un battant. Il allait pas se laisser faire. Ce jour-là, il prend son courage à deux mains et il se relève. Il s'en va prendre un train et il rentre chez lui à Nagasaki. 2 jours plus tard, le mec retourne au travail comme si de rien n'était. Et il raconte ça à son patron. Mais à ce moment-là, personne ne le croit. Ils le prennent pour un fou, ils pensent qu'il a le syndrome du personnage principal, ils veulent rien savoir. Mais c'est à ce moment-là qu'une deuxième bombe atomique va exploser et anéantir la ville. Et là, malheureusement pour Tsutomu, ça se passe pas comme la première fois. Mais bien sûr que si, vous avez oublié, Tsutomu est un battant. Et un petit peu un chanceux, on va pas se mentir. Le frérot s'en sort une deuxième fois, cette fois-ci, il a pas une seule égratignure. À ce moment-là, le mec vient de survivre à 2 bombes atomiques. Et après ça, son quota de malchance aura été atteint parce que Monsieur Yamaguchi va vivre jusqu'à 93 ans. Dans le plus grand des calmes. Alors selon vous, cette histoire est-elle vraie ou fausse? Histoire suivante, c'est parti. Et cette fois-ci pour la deuxième histoire, direction l'Afrique du Sud. Et je vais vous raconter l'histoire de Sifo Mtembu. Monsieur Mtembu est un homme de 52 ans. Ce jour-là, il fait sa petite vie, il est dans son quotidien, il avait pris sa voiture, mais malheureusement pour lui, il va subir un très grave accident qui va lui coûter la vie. Ce jour-là, Sifo est déclaré mort par les ambulanciers et son corps est transféré à la morgue de Johannesburg. Le corps de Mtembu est placé dans une chambre froide. Mais quelques heures plus tard, ce jour-là, un employé qui travaillait là-bas commence à entendre comme des gémissements étouffés venant d'un des sacs mortuaires. À ce moment-là, le gars, il croit qu'il hallucine. Il se dit non, c'est pas possible. Mais les bruits, eux, ils continuent et ils s'intensifient en plus. Donc là, l'employé, il a pas d'autre choix. Il va ouvrir le sac mortuaire. Et à ce moment-là, Sifo sort du sac paniqué, en sueur. Et pour lui, c'est le plus beau jour de sa vie. Il est vivant. À ce moment-là, je peux vous dire que si j'étais employé là-bas, je me serais tiré en courant. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils ont fait, les mecs. Tous les employés se sont cassés de là. Ils étaient persuadés d'assister à un retour des morts. Et honnêtement, je les comprends. Parce que déjà, bosser à un endroit comme ça, c'est flippant. Mais en plus, avec une face comme ça, je peux vous dire que je reviens plus jamais. Mais trêve de bavardage parce que je vais vous demander est-ce que cette histoire est-elle vraie ou fausse. Et on passe bien entendu à l'histoire suivante. Et l'histoire numéro 3 se passe en Russie, où nous allons retrouver cette fois-ci Viktor Petrov, un passionné de parachutisme. Viktor, ça faisait plusieurs années qu'il s'entraînait au parachutisme, mais ce jour-là est un jour très spécial pour lui, parce qu'il va effectuer son premier saut tout seul. Ce jour-là, il suit toutes les étapes que les moniteurs lui avaient instruits et il se jette de l'avion. Jusqu'ici tout va bien, il fait son décompte et il tire sur la corde pour ouvrir son parachute. Sauf que là, rien ne se passe. Viktor commence à se chier dessus. Il tire plusieurs fois sur la corde est bloquée. Le parachute veut pas s'ouvrir. Mais c'est pas un problème pour Viktor parce qu'il connaît la procédure et il ouvre son parachute de secours. Donc il l'ouvre, le parachute se déploie et Viktor atterrit en toute sécurité. Pas du tout. Le parachute de secours est bloqué aussi. Monsieur Petrov est dans la merde. Il est en train de foncer à plus de 200 km/h. Pour lui, tout semble perdu. Il fait ses dernières prières et il pensait que c'était la fin. Mais c'est là que littéralement un miracle se produit. Victor s'écrase dans une pente montagneuse dans plus de 2 mètres de neige. Et ce jour-là, la vie lui accorde une deuxième chance parce que malgré un nombre incalculable de fractures, il survit. À ce moment-là, Victor est un miraculé. Et c'est juste incroyable. Mais la question est la suivante. Est-ce que cette histoire est-elle vraie ou fausse? Histoire suivante. Et pour cette 4e histoire, cette fois-ci direction l'océan Pacifique, où on retrouve José Salvador Alvarenga. En 2012, José, un simple pêcheur salvadorien, part en mer depuis la côte du Mexique pour une petite journée de pêche. Mais malheureusement pour lui, ce jour-là, le temps se gâte. Et une énorme tempête s'abat sur l'océan. Et comme si ça suffisait pas, à ce moment-là, son moteur tombe en panne. Son bateau en plein milieu de l'océan est en train de dériver peu à peu. Et à ce moment-là, le bon Alvarenga n'a ni eau potable, ni nourriture. Et accrochez-vous parce qu'il va survivre en buvant de l'eau de pluie et en mangeant des poissons qu'il a attrapés à main nue. Mais heureusement pour lui, quelques jours seulement plus tard, il est retrouvé par les gardes-côtes. Bien sûr que non. 438 jours. C'est le temps qu'il va passer en mer avant d'être retrouvé sur les îles Marshall. À 10 000 km de son point de départ. Le jour où il est retrouvé, José Salvador Alvarenga ne ressemble plus à rien. Il est amaigri, c'est une brindille, il est à moitié fou, mais il est en vie. Et j'aimerais savoir si cette histoire est vraie ou fausse. Histoire suivante. Numéro 5. Et pour celle-ci, on file en Espagne, plus précisément à l'aéroport de Gran Canaria, où l'on retrouve Elena Rodriguez. Elena est une femme de 47 ans, elle vit seule, elle a pas d'enfant et elle est surendettée. Alors dans un dernier relent d'espoir, elle a une idée et elle prend un billet d'avion pour Madrid. Elle
arrive à l'aéroport, elle passe les contrôles, sauf que cet avion, elle ne le prendra jamais. Son plan était de rester dans l'aéroport. Elena est une femme très observatrice et très calculatrice. Son plan était déjà préparé. Elle observe les employés, elle regarde les heures de départ et elle regarde aussi une chose très importante, comment se comportent les voyageurs dans cet aéroport. Et tout ça pour une mission bien précise, pouvoir passer le maximum de temps dans cet aéroport. Jour après jour, elle erre dans les halls du terminal en évitant les agents de sécurité, les caméras et en récupérant tout ce qu'elle trouve. De l'argent, des vêtements, des objets. Et elle n'hésite pas une seule seconde à faire les poches de ceux qui avaient laissé leur sac sans surveillance. Les jours passent et Elena vit sa meilleure vie. Son plan avait fonctionné. Elle dort sur les bancs, elle trouve des cachettes dans l'aéroport et elle survit en mangeant dans les restaurants et les restes qu'elle retrouve sur les plateaux. Mais après 4 semaines à avoir enchaîné comme ça, un des agents de sécurité qui avait l'œil remarque à certains endroits que cette femme était de plus en plus présente. Et à ce moment-là, l'agent décide lui-même d'intervenir. Elena nie les faits. Elle dit que c'est une femme qui voyage beaucoup et comme elle a pas beaucoup d'argent, elle prend des escales très longues. Sauf que l'agent de sécurité n'est pas bête. Alors il continue de l'interroger et à un moment, elle craque totalement. Elle se met à pleurer et avoue tout à l'agent de sécurité. À ce moment-là, elle explique qu'elle a nulle part où aller, elle n'a personne dans la vie et elle est endettée. Mais l'histoire se finit très bien pour elle parce qu'elle va être tout de suite prise en charge par une association de sans-abri et elle va enfin pouvoir être aidée comme il se doit. Cependant, l'agent de sécurité a une autre question et cette fois-ci elle est pour vous. Cette histoire est-elle vraie ou fausse? Histoire suivante. Et cette fois-ci direction la Croatie à Zagreb où nous allons suivre l'histoire de Fran Selak, un professeur de musique croate. Vous allez voir, Fran Selak c'est l'homme le plus chanceux ou plutôt le plus malchanceux du monde. La première chose qui lui arrive dans sa vie c'est un accident de train qui le projette, accrochez-vous littéralement, dans une rivière de glace. Il survit. Quelques temps plus tard, Fran décide de partir en voyage. Il monte dans un avion duquel la porte s'arrache en plein vol. Tout est normal. Et là vous pouvez vous dire qu'il est assez malchanceux comme ça. Fran se fait aspirer dans le vide. Mais à mon avis il a une très bonne étoile parce que l'avion venait à peine de décoller et il atterrit dans une botte de foin. La vie est belle. La vie est belle. Encore une fois, Fran a survécu, on peut se dire que c'est un miraculé. Et qu'après ça, il peut plus rien lui arriver du tout. Il échappe à 3 accidents de voiture, il survit à un bus qui le percute et il sort indemne d'une explosion de voiture. Fran Selak, c'était Superman, faut nous le dire. Et là, chaque personne normale se dit, j'ai une bonne étoile, c'est pas possible. Faudrait que j'aille jouer à la loterie ou un truc comme ça. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Et je pense que là, c'est le moment le plus fou de l'histoire parce qu'en 2003, il remporte le jackpot. Non seulement Monsieur Selak est un miraculé à de nombreuses reprises, mais en plus, il est millionnaire. Et ce millionnaire a une question pour vous. Est-ce que cette histoire est-elle vraie ou fausse? 7e et dernière histoire. Direction la Suède cette fois-ci, plus précisément à Stockholm, où nous parvient l'histoire de Marcus Lindberg. Marcus dans la vie c'est un mec qui taffe énormément. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il a 2 travails, il travaille une partie le jour et une partie la nuit. Ce jour-là, Marcus s'en va à Ikea, avec un seul but très précis en tête, il voulait se trouver un nouveau lit. Donc il se balade dans le magasin, il teste un petit peu quelques lits, et Marcus à ce moment-là voulait demander conseil à sa femme. Problème, il a oublié son téléphone dans sa voiture. Et ce petit problème à ce moment-là va se transformer en très gros problème. Comme Marcus il pouvait pas demander conseil à sa femme, il insiste et il teste de plus en plus de lits, mais il arrive pas à se décider du tout, jusqu'à qu'il y ait un moment où il décide de réellement rentrer dans un lit et de se poser dedans comme s'il allait dormir. Et malheureusement pour lui, il s'endort vraiment. Sauf que là, un des employés de l'IKEA va le voir et va le sortir de là immédiatement. C'est non, personne ne le voit. Marcus tape sa meilleure sieste. Et quand il se réveille plusieurs heures après ça, silence total, obscurité totale. Le magasin est complètement fermé. À ce moment-là, il est complètement en panique. Il se dit que sa femme va le tuer, alors il trace vers la sortie. Manque de bol pour lui, les grilles sont fermées et le magasin est complètement clôturé. Il a pas de téléphone, impossible de joindre qui que ce soit. L'électricité du magasin est complètement coupée. Marcus est isolé du monde. Il essaie de monter, de trouver des sorties, mais rien n'y faire. Marcus est complètement emprisonné dans le Ikea. Mais à ce moment-là, il relativise. Il connaît le Ikea, il sait qu'il y a des lits très confortables et c'est là qu'il a été très chanceux parce que les Ikea ont aussi des restaurants. Donc là, Monsieur Lindberg, il s'en va manger un bout, il se pose un petit peu et il retourne se coucher en se disant que le lendemain matin, tout ça va être terminé. Non, 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 mon cher Marcus. Cet accident survient pile les 3 jours de l'année où l'entreprise est en congé et en plus fait le pont avec le week-end. Et ce sera pendant 3 jours entiers que Marcus va devoir survivre dans cet Ikea. Mais n'oubliez pas qu'à ce moment-là, sa femme n'a aucune nouvelle de lui. Et c'est au 4e jour que Marcus se fait réveiller par le bruit des grilles qui se lèvent et des employés qui rentrent dans le Ikea et le découvrent à leur plus grande surprise. Et c'est une nouvelle qui fera la une des journaux à Stockholm à ce moment-là. Et je peux vous dire une chose, c'est que j'aimerais pas être à sa place quand il va rentrer chez lui. Mais par contre, sa femme a une question pour vous. Cette histoire est-elle vraie ou fausse? Mesdames et messieurs, il vous reste une mission très importante maintenant, c'est d'aller répondre en commentaire et de me dire quelle histoire était vraie et quelle histoire était fausse. Je vais absolument rien vous spoil et je mettrai pas de réponse dans la description. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à vos commentaires en vous disant ce qui était juste ou ce qui était faux. Alors évidemment, jouez le jeu, ne regardez pas les autres commentaires avant de poster le vôtre. Sur ce, je vous remercie infiniment pour tout le soutien et d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous laisse à vos commentaires. À la prochaine vidéo, c'était Alexplore. Ciao tout le monde.